Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TV5 Monde face au territoire en direct pendant près d'une heure. Mon invité ce matin, c'est Dominique de Villepin. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Merci d'être avec nous, d'avoir réservé à TV5 Monde cet entretien ce matin où on va évidemment aborder tout ce qui se passe dans l'actualité. J'ai une question à vous poser parce qu'il y a quelques années, j'étais venu vous voir, j'étais venu parler avec vous et vous m'aviez dit, Cyril Viguier, je suis le seul Premier ministre, ancien Premier ministre, à avoir réussi une véritable reconversion dans les affaires, dans le business. Ça m'avait frappé, parce que j'avais effectivement regardé ce que faisaient vos prédécesseurs, et c'était vrai. Est-ce que ça ne pèse pas aujourd'hui? Est-ce que ça ne va pas vous handicaper dans ce retour en politique? En tout cas, ce que les gens disent, ce retour en politique. Vous savez, c'est une reconversion qui m'a été en quelque sorte imposée, parce que il m'a été difficile, après 2007, compte tenu du contexte de l'époque, de trouver une activité en France. Et donc j'ai dû inventer autre chose. Villepin International. Un cabinet d'avocats, un cabinet de conseil. Donc ce ne sont pas des affaires que je fais, ce sont des conseils stratégiques, est-ce qu'on peut avoir une fierté internationaux. En France, quand on est homme politique, d'avoir été dans les affaires et de venir en politique? D'abord, c'est une expérience. Vous savez, faire un autre métier, gagner sa vie, se préoccuper des fins de mois, avoir des employés, c'est une expérience. Dominique de Villepin c'est un autre regard de ces fins de mois. Oui, quand vous avez une entreprise, vous vous préoccupez de faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'activités, et puis vous êtes comme tous les Français, vous remplissez votre feuille d'impôt pour votre entreprise, vous avez des charges, oui, il faut s'en préoccuper. Donc vous plongez dans le quotidien, la réglementation administrative, la réglementation fiscale, vous êtes confronté aux difficultés de la vie dont les politiques sont parfois très loin. Parce que c'est pas évidemment le souci du quotidien qui l'emporte quand on est responsable politique, et on aurait peut-être moins de polémiques stériles s'ils étaient davantage dans le quotidien des Français. Ils verraient davantage ce que vivent tous les Français et trouveraient peut-être un certain nombre de réponses à ce que nous vivons les uns et les autres. Donc oui, l'expérience d'être de l'autre côté, c'est utile quand on revient dans le jeu politique et qu'on a à cœur d'abord de répondre aux préoccupations des Français, le pouvoir d'achat, ce matin, vous allez la déjà vie quotidienne. Répondre à nos questions. Merci d'être avec nous. Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, est notre invité ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour. On va faire un peu de politique avec vous ce matin. Oui, je voulais vous parler de l'élection du président des Républicains ce week-end, qui a été saluée par une grande partie de la droite. Alors, une grande partie seulement. Pas vous. En fait, vous avez eu des mots très durs, sur les Républicains, en parlant de dérives tragiques, d'une droite réactionnaire, ultra-conservatrice, identitaire, qui fait la course avec le RN. Pourquoi ? Il suffit de regarder les propos qui sont tenus, la ligne qui est tenue. Je pense, par exemple, à cette surenchère permanente dans le domaine de la sécurité, mais qui ne se traduit pas dans la vie des Français par des résultats. Moi, j'aime la politique quand elle est au contact des réalités. Je n'aime pas la politique quand elle se fait sur les 20 heures et quand elle est là pour, en quelque sorte, agiter le débat, pour agiter les esprits. Prenons un exemple très simple. Il y a un rapport qui a été publié sur l'entrisme islamique. Voilà, absolument. Et c'est un vrai problème. Nous devons être préoccupés par l'islamisme sous toutes les formes qu'il peut prendre, et nous devons être efficaces pour contrer. Dans un pays républicain, marqué par la laïcité, nous devons être efficaces face à cela. Mais c'est une chose que de vouloir être efficace, autre chose que de faire fuiter des rapports de façon non maîtrisée. Et de ce point de vue-là, je suis du côté du président de la République. Quand il pousse une sainte colère, oui, parce que il faut être professionnel en politique. On ne peut pas faire n'importe quoi et on ne peut pas jouer avec des choses aussi graves parce qu'on nuit à l'efficacité et à la crédibilité de l'action. Attention à ne pas stigmatiser tel et tel, attention à ne pas instrumentaliser des informations. Pour être efficace, et il faut, je le redis, être efficace, il ne faut pas
faire de la politique politicienne, et en particulier quand on est au gouvernement. Il ne fallait pas présenter ce sujet en Conseil de défense, c'était inadapté pour vous, par exemple? Pas du tout. Je dirais au contraire. Je pense que le président de la République a raison de traiter avec sérieux, parce qu'il le dit, il y a des choses graves qui se passent dans notre pays, et qu'il faut donc traiter sérieusement. Autour du rapport qui est... Mais c'est le fait de vouloir en faire un outil de politique politicienne. Je parlais de surenchère sécuritaire, de surenchère identitaire. Les Français veulent des solutions, ils veulent des résultats, et y compris tous les musulmans français qui ne souhaitent pas, de ce fait, être stigmatisés. Nous avons vu à Washington cette nuit oui, bien sûr, ce que la stigmatisation Je rappelle peut pour les faire. téléspectateurs, deux employés de l'ambassade israélienne sur le parvis qui ont été tués, on peut le dire. C'est un attentat antisémite. Et vous aviez, sur CNN hier, prévenu les Américains que ça pouvait arriver. Et oui, il y a aujourd'hui, dans cette période, face au drame qui se déroule à Gaza, des risques d'essentialisation, des risques de surenchère. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois diplomatiquement agir face au drame humanitaire de Gaza, et en même temps le dire à tous nos compatriotes ici en Europe, le dire aux Américains. Ça peut nous arriver, bien sûr. Ça peut nous arriver, et c'est pour cela que nous devons être diplomatiquement encore plus engagés et responsables pour apporter des réponses. Sur le rapport sur l'entrisme, Jordan Bardella a immédiatement réagi. Hier sur France Inter, il disait qu'il y avait 139 mosquées à fermer en France. Il a également évoqué le soutien financier du Qatar aux frères musulmans. Est-ce que c'est toujours le cas en France? Ça, vous en savez sans doute plus que moi sur ce sujet. Ce qu'on sait, et ce que dit le rapport, ce qui est public, c'est qu'il y a environ un budget de 500 000 euros. 500 000 euros, il faut ramener les choses à de justes proportions. Oui. C'est pas considérable. Mais, néanmoins, l'entrisme peut prendre des formes extrêmement diverses, extrêmement actives, et de pays très différents. Donc moi, je suis pour que on prenne l'exacte mesure et que toutes les voies soient utilisées à l'école, dans un certain nombre de mosquées, pour faire en sorte que la République puisse l'emporter partout, l'esprit républicain, la laïcité, mais menons cela à travers des politiques publiques, et non pas comme sujet sur les plateaux de télévision ou sur les estrades pour diviser les Français. Et vous savez, nous sommes une communauté nationale. Dans cette communauté nationale, il y a une règle qui est la laïcité, la liberté de croire ou de ne pas croire, et l'État doit respecter, c'est la neutralité des institutions publiques, tout en vérifiant que cette laïcité est bien appliquée partout. Quand Gabriel Attal propose l'interdiction du voile islamique pour les moins de 15 ans dans l'espace public, il est dans la course au RN aussi? Mais vous voyez bien la boîte de Pandore qui est ouverte une fois de plus. Ça demande tout cela, beaucoup de réflexion avant même de mettre ça là en débat sur... C'est quoi, c'est une expérience? Mais c'est... Non, vous pointiez tout à l'heure le fait que les hommes politiques n'ont plus d'expérience. C'est un risque d'irresponsabilité. Vous voyez, j'écoutais Gérard Larcher ce matin et c'était intéressant. À la question que vous venez de me poser, il disait, mais alors qu'est-ce qu'on va faire pour la kippa? Est-ce que la kippa, il faut l'interdire aussi? Vous voulez dire, ça engendre d'autres questions qui arrivent. Oui, soyons responsables. Avant de mettre sur la table des propositions, prenons la mesure des choses. Et... soyons responsables. Un responsable public, il n'est pas là pour agiter toutes sortes de sujets, tous azimuts. Il est là pour faire avancer l'ordre public, le respect des règles, le respect des principes. C'est ça, être républicain. Un républicain, ce n'est pas quelqu'un qui utilise tous les sujets pour essayer de gagner des parts de marché sur le jeu politique. C'est Dominique de Villepin, notre invité. Vous l'avez bien compris, ce matin, la une de Ouest France qu'on vient de voir. Stéphane Verdier, vous restez avec moi. On va partir à Marseille. C'est le principe de cette émission. Dominique de Villepin, vous le connaissez. Depuis Marseille, Olivier Biscay, qui est directeur de la rédaction de La Provence, qui a une question à vous poser. On écoute Olivier Biscay. Dominique de Villepin, bonjour. Face aux inquiétudes des Français, face à leur colère, est-ce que le référendum, la consultation sont les bons outils pour apaiser? Vous, président, est-ce que vous les préconiseriez? Oui, vous, président, vous avez noté. Oui, merci. La question ne se pose pas, mais merci quand même. Oui, l'outil référendaire est un outil fort précieux et c'est vrai qu'il est tombé en désuétude depuis 2005, pour les raisons qu'on connaît, le référendum sur la Constitution européenne. Mais nous devons être en mesure de davantage consulter les Français. Voyez le succès
des conventions citoyennes. J'étais à Mulhouse il y a quelques jours et j'ai été très frappé de voir un Parlement citoyen qui vote les lois, discute les décrets. L'implication des Français dans la politique. Oui, la démocratie, c'est pas tous les 5 ans et c'est pas de temps en temps. C'est véritablement un problème du quotidien. Les Français voient bien que s'ils ne s'intéressent pas à la politique s'intéresse à eux. D'où aujourd'hui la défiance, le sentiment que tout ça est trop loin d'eux, que la classe politique se dispute, mais n'est pas en relation avec leur vie quotidienne. Vous avez vu arriver les Gilets jaunes ? Oui, j'avais vu, senti bien sûr, et je l'avais dit publiquement à de nombreuses reprises, il y avait et il y a toujours une colère et une défiance. Alors tout ça... Sur quoi la colère porterait aujourd'hui ? Sur le pouvoir d'achat, les choses restent aujourd'hui encore extraordinairement difficiles. Sur la déconnexion, quand on voit les débats au Parlement, est-ce qu'on parle des problèmes des Français ? On se dispute entre soi. Donc oui, la politique doit se reconnecter et bien évidemment, le blocage politique ne permet pas aujourd'hui de traiter des grands sujets que les Français voudraient voir traités. La une de La Provence, rapidement, notre partenaire dans Face au territoire. Et puis merci beaucoup. Stéphane Vernet, éditorialiste politique à Ouest France. Dans un instant, Jefferson Desport de Sud-Ouest sur ce plateau. Bonjour Jefferson Desport, vous êtes éditorialiste au groupe Sud-Ouest. Politique et défense, ça tombe bien, on a un spécialiste devant nous ce Cyril, matin. bonjour Dominique de Villepin. Et on démarre avec... Emmanuel Macron a-t-il cramé la caisse ? Oui, on va parler d'économie, Dominique de Villepin. Le mur de la dette est devant nous, mur budgétaire. En 2021, Valérie Pécresse a accusé Emmanuel Macron d'avoir cramé la caisse. 4 ans plus tard, est-ce que vous partagez ce diagnostic et quelle est votre lecture de ce mur budgétaire, de ce déficit, ce dérapage ? Le dérapage, on le connaît, 6% en 2024 de déficit budgétaire, 3 300 milliards de dettes, un double déficit commercial, déficit budgétaire des comptes publics. Donc oui, nous sommes dans une situation qui est difficile. Mais enfin bon, nous restons la 7e puissance économique du monde. C'est vrai ça, nous baissons, ça reste vrai. Nous baissons, nous sommes menacés d'autres aujourd'hui du monde, donc nous devons être attentifs. Mais nous avons des atouts. Et c'est à partir de cela. Vous pensez à quoi ? Alors, je pense d'abord au grand fleuron économique français. Nous avons des champions dans le domaine du luxe, de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, encore des spiritueux, encore de l'automobile. On n'est pas une start-up nation. Alors, c'était le pari initial d'Emmanuel Macron en 2017. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il est parti du mauvais pied. Il a fait le pari d'une politique de l'offre, et je crois qu'il avait raison de faire confiance aux entreprises. Il faut le faire. Mais il est parti avec des signaux qui n'étaient pas des signaux de confiance vis-à-vis des Français, puisqu'il a commencé par baisser les aides publiques au logement et supprimer l'impôt sur la fortune. Tout ça est très bien. Mais c'était en attente de cadeaux faits aux Français, à tous les Français, par une politique de ruissellement. Et le ruissellement n'a jamais eu lieu. On attend toujours le ruissellement et tous les jours on parle davantage de serrer la vis et les Français ont le sentiment qu'ils vont être la variable d'ajustement. C'est eux qui vont payer. Et c'est en ça que nous avons plus que jamais besoin de justice, d'une juste répartition de l'effort. Alors justement, vous parlez de l'effort, mais dans le bilan d'Emmanuel Macron et son prévôt, régulièrement, plus de 2 millions d'emplois ont été créés depuis son entrée à l'Élysée. Il y a eu le sommet de Choose France, plus de 20 milliards d'euros d'investissement. Ça contraste avec ce mur budgétaire. Est-ce que vous lui reconnaissez ce bilan-là, combien même il est parti du mauvais pied ? Alors c'est vrai que l'attractivité, la compétitivité française ont connu quelques succès dans les dernières années. Soyons néanmoins prudents et modestes. Vous parlez du dernier sommet de Choose France. C'est vrai que sur le papier, les chiffres sont intéressants. Néanmoins, en termes de création d'emplois, nous faisons moins bien que d'autres pays, et notamment des pays comme l'Espagne. Ce sont souvent des nouvelles extensions et pas de nouveaux sites qui sont créés. Donc le diable est dans les détails, vous savez, en matière économique. Et nous voyons aujourd'hui le chômage malheureusement remonter et le chômage des jeunes particulièrement inquiétant. Donc il faut être attentif et prudent, mais surtout il faut avoir une boussole, il faut savoir où on veut aller. Et bien justement, Dominique de Villepin, où on veut aller, François Bayrou cherche 40 milliards d'euros d'économie. L'ancien Premier ministre que vous êtes, vous lui dites quoi ? C'est l'heure du courage ? C'est l'heure de vraiment changer les choses ou de renverser la table ? Sur plusieurs années, c'est bien plus que ça, puisqu'il nous faut 170 milliards. Et donc il faudra à la fois baisser la dépense publique et être capable en même temps de faire de nouveaux investissements. Donc c'est très compliqué, c'est une équation compliquée. Mais comment vous voyez-vous qui avez été aux manettes
ancien Premier ministre. On peut faire ça parce qu'on dit il y a les yaka faucons de tous les jours, et finalement il y a la réalité qui s'impose à tous. Personne ne veut lâcher ses subventions, son budget, etc. Vous avez raison. C'est pour ça que le cap qui a été fixé, retour à un équilibre acceptable en 2029, et en même temps essayer de relancer la machine, parce que ce n'est pas simplement par la réduction des déficits que nous y arriverons. Il faut relancer la croissance. C'est la croissance qui va nous permettre d'optimiser la situation française. Et pour ça, il faut une politique d'investissement audacieuse, d'investissement productif, bien sûr. Il ne s'agit pas à nouveau de combler les trous. Et c'est en ça que l'arrivée du nouveau chancelier allemand doit être une opportunité à saisir. Et à l'échelle de l'Europe, il y a un relais d'investissement possible. Le rapport de Mario Draghi parlait de 800 milliards d'euros d'investissement annuel. C'est essentiel quand on voit qu'il faut gérer la transition verte, de nouvelles technologies qui sont nécessaires, notamment en matière énergétique, qu'il faut en même temps gérer la transition en matière de défense avec un effort supplémentaire et gérer la transition technologique. Donc il y a d'énormes efforts à faire, il faut se battre sur tous les fronts à la fois. Oui, ça demande du courage et c'est une condition nécessaire pour le gouvernement s'il veut véritablement être à la hauteur de l'attente des Français. Dominique de Villepin, on se parle entre anciens premiers ministres. On se parle. Qui avaient appartenu à une même majorité d'ailleurs. J'ai déjeuné il y a une dizaine de jours. Vous l'avez trouvé en forme, François Bayrou, et combatif. La tâche est immense, les soucis multiples. Donc je l'ai trouvé soucieux de la France. Et c'est Mais vous a pas déjà proposé important. Vous apportiez votre aide Non, parce qu'il connaît la réponse. Et il n'avait pas pensé à vous pour former le gouvernement ? De toute façon, ma réponse, vous la connaissez. Je ne suis pas en recherche de poste. La une de Sud-Ouest, avec également le cahier éco encadré chaque jeudi matin, donc ça tombe bien, dans le quotidien qui a été lancé par Michael Bourguignon et Jean-Pierre Dorian et qui est formidable. Il y a beaucoup de... Exactement. Une dernière question, Cyril ? Non, on n'a pas le temps, je suis désolé, on part pour Nice. Denis Caro est en duplex de Nice, le directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Il a une question à vous poser, Dominique de Villepin. Bonjour Dominique de Villepin. Marine Le Pen pourrait ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle en raison de l'exécution provisoire de sa peine d'inéligibilité. Les maires de La Seyne-sur-Mer et Toulon ont dû abandonner leur mandat pour la même raison. Est-ce qu'il faut mettre fin à cette disposition, ainsi que le demande le député UDR Éric Ciotti, qui vient de déposer une proposition de loi en ce sens ? Vous savez, je suis un républicain et je suis un homme de mesure. Et je crois que la première règle quand on sert la France, c'est la défense de l'état de droit. Notre état de droit fixe aujourd'hui une règle claire qui est l'exécution provisoire dans certains cas. C'est ce que les juges ont décidé et je crois que cette règle doit être respectée par tous. Elle s'applique à un maire, elle s'applique à une candidate à l'élection présidentielle. Je crois qu'il faut être respectueux des règles qui sont celles de notre pays. Et quand on exerce une responsabilité aussi lourde que la direction d'un parti politique, on est peut-être plus que d'autres obligés à une forme d'exemplarité. Donc je crois que de ce point de vue-là, oui, la classe politique ne doit pas être immunisée de ses responsabilités, en particulier devant la nation. Vous avez eu vous-même affaire avec la justice plusieurs fois dans votre vie politique. Vous trouvez que ça a évolué dans quel sens, la justice en France aujourd'hui ? Est-ce que vous trouvez qu'elle s'est politisée, en gros, puisque tout le monde... Non, je ne crois pas que ce soit l'enjeu. Je crois que le problème central aujourd'hui de la justice, c'est d'avoir les moyens pour... Vous estimez avoir été bien traité par la justice ? Moi, j'ai bénéficié de non-lieu, j'ai été innocenté. Long à venir. Très long à venir, mais c'est en ça que la justice, il faut faire en sorte qu'elle ait les moyens de travailler pour être plus rapide, pour répondre à... Il reste une trace de ces affaires, pour vous ? De tout ce qui s'est... Vous savez, la calomnie, la rumeur, elle ne s'éteint jamais. Ça fait partie des objectifs, d'ailleurs, de ceux qui agitent les rumeurs. Mais je crois qu'il faut sans doute, aujourd'hui, reprendre la réflexion sur une justice qui doit être, à mon sens, plus indépendante. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut reconnaître la capacité de la justice. Et pour ce faire, il faut qu'elle soit plus indépendante, donc moins couper le lien entre le parquet et la chancellerie. Et je crois par ailleurs qu'il faut que les juges soient responsables des décisions qu'ils prennent. Donc de ce point de vue-là, question de formation, il y a un équilibre d'école de magistrature. Question bien sûr de formation.
question aussi de responsabilité. L'indépendance suppose la responsabilité. C'est un équilibre qui est à trouver. Et je crois que ces sujets doivent être traités avec beaucoup de sérénité, beaucoup de gravité, et éviter ce deux poids deux mesures qui est une tentation très française où en général on plaide pour les siens quand tout va bien et puis on s'indigne quand les choses vont moins bien. C'est Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, qui est notre invité ce matin dans Face au territoire en direct sur TV5 Monde. La une de Var Matin que vous voyez à l'antenne pendant que je vous parle. Et puis dans un instant, Sébastien Georges sera là sur ce plateau. On l'attend, il est là. Bonjour Sébastien Georges, vous appartenez au groupe EBRA, je vous rappelle, c'est 9 quotidiens régionaux qui va de l'Est de la France jusqu'à Lyon et à Grenoble. Merci d'être avec nous ce matin et vous êtes le responsable média de ce groupe. On va parler d'Europe avec vous parce que vous avez des frontières avec l'Europe. Oui, tout à fait. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Cyril, bonjour. Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse et Italie. L'Europe depuis... en 2017, vous disiez l'Europe est en danger. Aujourd'hui, vous dites l'Europe est à un tournant. Comment aujourd'hui vous voyez cette Europe? Quelles sont les évolutions alors qu'on est dans une Europe avec des élus, des nouveaux dirigeants qui n'ont plus les mêmes visions? On parle de Mme Meloni, M. Orban et puis à côté un nouveau couple franco-allemand. Comment vous voyez ça? Quelle est leur place? La situation de l'Europe est extraordinairement difficile, puisque nous sommes pris en étau face aux pressions américaines. On le voit en matière de droits de douane, on le voit quant à aujourd'hui au doute qui s'est créé sur la protection par les Américains de la sécurité des Européens. Et de l'autre côté, la confrontation avec la Chine, qui nous menace aussi, dans la mesure où la Chine voit le marché américain fermé, eh bien la Chine peut avoir la tentation de vendre ses produits davantage encore en Europe. Donc oui, nous avons besoin de défendre notre souveraineté. C'est vrai en matière militaire, mais c'est vrai aussi en matière économique. Nous avons besoin de constituer l'Europe en une forme de puissance. Et nous avons besoin sur le plan... Mais à autant, Dominique Villepin, oui, autant à 27 puissance, mais est-ce que c'est possible, mais aussi capacité technologique. Mais là où vous avez raison, c'est que pour être efficace, il faut donner l'exemple. Et je plaide pour qu'une avant-garde européenne, je pense à l'Allemagne bien sûr, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne et à quelques autres pays qui doivent aujourd'hui donner l'exemple pour s'organiser et en quelque sorte constituer cette avancée. Est-ce que le couple franco-allemand qui était un peu en difficulté ces dernières années, avec l'arrivée de Francis Merz, va changer, selon vous, quelque chose? Est-ce que ça doit rester la pierre angulaire de l'Europe, ou est-ce que finalement la redistribution pour constituer ce pôle d'avant-garde... Vous avez raison. L'arrivée de Friedrich Merz est un élément positif. On voit qu'une des premières décisions qui a été prise, avant même qu'il arrive d'ailleurs, c'est la levée du frein à la dette. Absolument. Donc il y a une orthodoxie financière. Et la volonté de reconstituer une armée allemande. Absolument. Et de ce point de vue-là, se tournant vers la France pour la première fois, qui pourrait les accompagner. Opinions publiques vont l'accepter, ça, la reconstitution d'une armée allemande? Alors, je pense que c'est aujourd'hui quelque chose dans l'ensemble européen qui peut parfaitement être accepté. Parfaitement être accepté. Mais ça suppose effectivement que nous franchissions encore des pas importants. Je pense en matière d'investissement. Je parlais tout à l'heure du plan de Mario Draghi. Faire accepter aux Allemands que nous puissions nous lancer ensemble dans une grande politique européenne d'investissement pour l'ensemble de l'Europe, c'est quelque chose qui va être difficile, effectivement. Bernard Arnault, hier, devant la commission parlementaire, a dit qu'il était très pessimiste sur un accord sur les droits de douane entre l'Europe et les États-Unis. Comment vous voyez, en tant qu'en plus chef d'entreprise aujourd'hui, nous avons déjà subi la taxation pour l'aluminium à des taux importants, 25%, et donc nous avons à faire face à une concurrence extrêmement forte du côté des Américains. 10% de droits de douane en plus, et on ne sait pas ce que nous réserve au terme de la période de transition qui nous a été accordée. On ne sait pas à combien va se fixer effectivement cette hausse des droits de douane. Donc il faut être attentif sur ce qui doit être fait, mais nous avons des muscles, nous sommes capables nous aussi de riposter. Nous pouvons riposter sur les biens à hauteur de ce que les Américains nous menacent, et nous avons déjà montré ce que nous pourrions faire, mais nous pouvons riposter également en ce qui concerne les services, et en particulier vis-à-vis des plateformes numériques qui
ont une ambition très forte, et autant l'Amérique est déficitaire du côté des biens, autant elle est très largement, au contraire, bénéficiaire du point de vue des services. Donc de ce point de vue-là, oui, nous devons nous défendre, et nous devons être capables de rechercher d'autres partenaires, d'autres alliances, avec les grands pays du Sud global, pour maintenir vivant un multilatéralisme, avec la Chine par exemple, en matière écologique. Donc ne perdons pas nos valeurs, ne perdons pas nos grands objectifs, et surtout défendons une souveraineté européenne. C'est un bon point qu'il faut adresser à Emmanuel Macron. Depuis le départ, il a voulu défendre l'autonomie stratégique, la souveraineté européenne. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de passer aux travaux pratiques. Vous avez raison, le franco-allemand ne suffit pas. Il faut en particulier aujourd'hui travailler avec un État comme la Pologne, par exemple, le triangle de Weimar. Nous avons des atouts pour avancer dans ce sens. Alors, justement, rapidement, un mot sur l'agriculture et le bio. Ça fait partie aussi des problématiques européennes et des enjeux avec les accords internationaux. Aujourd'hui, on voit que le bio est en difficulté. C'est les 40 ans du bio. On y consacre sur EBRA aujourd'hui un dossier. Et on voilà, quel est votre regard? Aujourd'hui, on voit que les subsides sont réduits pour développer le bio, et en même temps, on est dans du contradictoire puisqu'on veut développer et doubler la surface d'ici 2030. La question du bio est passionnante parce que c'est toute la question aujourd'hui de cette économie verte. On n'a pas encore suffisamment compris en France et en Europe à quel point ce nouveau monde de la transition verte va nous donner des atouts dans l'avenir en matière économique et technologique. Les Chinois ont fait ce pari de passer très vite à une économie verte. Joe Biden voulait le faire avec l'Inflation Reduction Act. Nous-mêmes, soyons conscients que c'est un nouveau monde, une nouvelle économie dont nous allons entrer. Donc oui, le pari fait par nos agriculteurs d'avancer davantage vers le bio, le souci qu'ont les Français de leur propre santé, tout ça... Eh bien, c'est une erreur. Et de ce point de vue-là, oui, il y a un grand débat public qu'il faut maintenir. Nous ne devons pas, même si nous devons être conscients qu'il y a effectivement des risques d'affrontement sur la question écologique. On le voit avec les ZFE, on le voit avec les zones d'artificialisation des sols. Mais soyons capables de trouver cet équilibre et surtout de ne pas perdre ce cap humaniste et écologique, qui est l'avenir de l'humanité. La une du Dauphiné, le Dauphiné ex-libéré, et la une du Progrès de Lyon, deux quotidiens régionaux qui appartiennent au groupe EBRA. Merci Sébastien Georges, responsable des médias du groupe EBRA. Dans un instant, on va se rendre, si vous le voulez bien, Dominique de Villepin, aux Antilles. On va partir à Fort-de-France, où le directeur éditorial de France Antilles et de France Guyane a une question à vous poser. On l'écoute. Bonjour Dominique de Villepin. Vous avez, dans votre carrière politique, toujours été attaché à la place occupée par les Outre-mer dans les débats politiques de société. Pour vous, cette place aujourd'hui est-elle suffisante? Non. Elle n'est pas suffisante. Je me rappelle le discours de Jacques Chirac en Martinique, le discours de Madiana, pour contester des statuts trop uniformes et avancer. C'est le pas qui a été fait en 2003 vers davantage d'autonomie et des statuts plus divers. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin et marquer une véritable reconnaissance stratégique vis-à-vis du monde de l'outre-mer. L'outre-mer, c'est plus de puissance pour la France. C'est plus de rayonnement, on le voit en matière culturelle. On le voit du fait d'une façade maritime. Nous sommes la deuxième puissance maritime. Un pied sur le continent américain avec la Guyane, en l'occurrence. Et nous sommes partout. Oui. Et nous sommes partout. Donc oui, l'outre-mer, c'est un démultiplicateur pour la France. Et cette reconnaissance, il faut la marquer à la fois en prenant en compte les problèmes particuliers du monde ultramarin. La question du pouvoir d'achat, on l'a vu à la Guadeloupe, on l'a vu à la Martinique, on le voit en Nouvelle-Calédonie, on le voit à Mayotte. Donc oui, il y a une solidarité, une plus grande autonomie qui est indispensable et surtout une plus grande modernité dans la relation que nous devons déployer avec l'outre-mer. Nos confrères de Mais France soyons fiers de cet et outre-mer. de France Guyane, partenaires de Face au Territoire. C'est la une de France Antilles et la une de France Guyane que vous voyez là. Merci Sébastien Georges. Dans un instant, Floréal Hernandez de 20 minutes sur ce plateau. Bonjour Floréal Hernandez. Bonjour Merci Cyril. d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de 20 minutes qui performe sur le digital. Oui. Dominique de Villepin, on connaît votre passion pour Napoléon. Récemment est sorti Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres de Louis Sarkozy. Est-ce que vous l'avez lu? Et si oui, qu'en avez-vous pensé? On va vous l'envoyer alors. Les publications sur Napoléon, vous les connaissez, c'est plusieurs centaines, pour pas dire plus, de livres par an, donc je ne l'ai malheureusement pas lu.
Est-ce que quand on est un homme de droite, il faut écrire sur Napoléon? On a l'impression quand même qu'il y a un vrai tropisme à droite sur Napoléon. J'ai surtout écrit sur la chute de Napoléon. Donc, ce qui m'intéressait, c'est ce destin hors norme et l'expérience surtout, les leçons qu'on peut en tirer. Vous savez, l'histoire de France, elle est riche et complexe, mais ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir l'œil tourné vers l'avenir. Donc, je ne fais pas partie des napoléonâtres. Je crois qu'il faut savoir aussi regarder la face sombre de Napoléon. Vous le regardez comment ce parcours du fils de Nicolas Sarkozy, là, qui est éditorialiste politique maintenant, qui a écrit un livre politique qui se positionne, dit-on, au municipal, à Menton. Vous savez, moi je suis. Vous irez le soutenir? Je suis pour la reconnaissance. Est-ce que vous irez le soutenir? Je suis pour la reconnaissance des talents, mais je ne crois pas que, en politique, le fait de porter un nom doive en aucune façon pouvoir être un avantage. Je crois au talent et chacun doit pouvoir l'exprimer, quel que soit le nom qu'il porte, sans aucune forme de privilège. On a quand même vu beaucoup d'enfants de politiques aller en politique, on pense à Nathalie. Oui, mais ça c'est une fois de plus, s'ils ont le talent et que ce talent leur permet d'ouvrir un certain nombre de portes, c'est très bien. Mais je ne crois pas qu'un nom en soi mérite d'être mis en avant pour le nom. Je suis profondément républicain et soucieux de l'égalité des chances. Vous avez écrit L'homme européen en 2005 aux côtés de Georges Semprin. Vous étiez Premier ministre lorsque les électeurs et électrices ont rejeté le référendum sur la Constitution européenne. Pourquoi la France ne performe pas en Europe? Et là, je pense à deux choses très différentes qui sont l'Eurovision et les Coupes d'Europe de football. Pourquoi derrière vous, qui étiez un homme européen, derrière on n'y arrive pas? Et pourtant, Louane ne manque pas de talent. Et la chanson qui était la sienne, Maman, était une très belle et très émouvante chanson. Vous connaissez bien, vous avez regardé. Moi, je suis un adepte inconditionnel de toutes les formes de chansons. Je suis tous les samedis soirs, avec la voix que tous les samedis soirs, j'écoute The Voice. Donc la saison est finie. Non, je ne chante pas moi-même, mais j'aime la chanson. Et je pense que vous avez raison, ça dit peut-être quelque chose aussi de la place de la France dans cette Europe. Ça dit peut-être aussi quelque chose du fait que nous avons beaucoup de travail à faire pour reconquérir les cœurs et pour faire en sorte que la culture française, alors au sens large, ne régresse pas trop vite. Et de ce point de vue-là, la francophonie est un combat que nous ne menons pas assez. Ce matin, vous êtes dedans. Hein. Eh bien, je m'en réjouis. Pourtant, dernièrement, le cinéma français a connu des succès avec des... Alors, malheureusement pour... le film de... qui était aux Oscars, Emilia Pérez, n'a pas eu peut-être le succès qu'il aurait pu avoir à cause d'un... Malheureusement, bon film. Et c'est vrai aussi du roman. Regardez à quel point aujourd'hui le roman français se développe et s'élargit. Donc je crois que le travail... de l'exception culturelle française doit être encouragée, qu'il s'agisse du cinéma, qu'il s'agisse du livre, qu'il s'agisse des beaux-arts, qu'il s'agisse du théâtre. Il y a une fierté que nous devons avoir dans ce domaine et il y a un besoin de culture. Vous savez, dans un monde où le virus illibéral, c'est-à-dire cette dérive autoritaire et identitaire se développe, le meilleur antidote, c'est la culture. C'est une bonne ministre de la Culture, Rachida Dati? C'est en tout cas une ministre énergique. Moi je la connais depuis longtemps. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc de l'estime et de l'amitié pour elle. Mais c'est un combat qu'il faut mener à tous les niveaux. Et c'est vrai que la culture pour tout le monde est un véritable enjeu en France, mais ne perdons pas non plus la force de cet héritage et de notre patrimoine. Vous restez avec moi, Floréal Hernandez. Nous partons pour Lille, c'est le principe de cette émission. Retrouvez Guillaume Desplanques, qui est rédacteur en chef info de WEO TV, la chaîne du groupe La Voix du Nord. Il y a une question à vous poser, Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, bonjour. Le monde ne traverse pas une simple crise selon vous, mais un basculement historique. Vous évoquez même 5 modes d'épuisement. Quels sont-ils ? Alors, je les rappelle à moi, écologie, mondialisation, force militaire, logique marchande, dataïsation du monde. Mais vous avez un peu oublié, dans l'ordre, l'intelligence artificielle, non ? Pas du tout, puisque dans la dataïsation... Vous mettez en 5e position. Oui, enfin, c'est un ordre... Non, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire de la hiérarchie. Parce qu'il y a quelques jours, sur ce plateau, Luc Ferry, qui est devenu un spécialiste de ça, qui a fait un très bon livre sur le sujet, qui a étudié 15 ans, le plaçait
devant la révolution des révolutions, la mère des révolutions. Mais je le mets en 5e parce qu'il conditionne aujourd'hui tous les autres. La dataïsation du monde, c'est l'importance que la technologie va avoir dans nos vies et l'influence qu'elle va avoir dans le domaine militaire, dans le domaine écologique, dans tous les domaines. Vous allez consulter Grok, par exemple, vous regardez, vous posez des questions à l'intelligence artificielle? Oui, je suis très, très soucieux de suivre au jour le jour ce que peut nous apporter l'intelligence artificielle. Ça vous intéresse, ça me passionne, oui, ça me passionne. Et vous à la fois les atouts et les limites. Ça va amener des solutions? Ça fait partie des conversations que j'ai très souvent avec Luc Ferry. Ça va amener des solutions, ça va poser aussi des problèmes en matière d'emploi, par exemple, mais il faut savoir s'en servir et il faut surtout que la France puisse prendre position sur ces grands sujets. C'est un débat qui n'est pas suffisamment nourri dans notre pays. Et toute cette bataille technologique, il nous faut la livrer en France et en Europe. Alors nous avons un modèle de langage, mais nous n'avons pas de cloud, nous n'avons pas de plateforme. On n'a pas de Google européen non plus. Absolument. Vous rappelez que Bruno Le Maire, que vous avez bien connu, la question d'un moteur de recherche européen, avait préconisé l'idée qu'un Google européen pouvait arriver. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est pour ça qu'il est difficile aujourd'hui de penser la souveraineté française et européenne en l'absence de véritables fleurons technologiques. Vous regardez par exemple le succès de 20 minutes en digital. Vous regardez vous-même les journaux sur des applications. Vous achetez plus de papier? Bien sûr, si, je fais les deux. Faites les deux. Je fais les deux. Vous appartenez à la génération qui est hybride. Absolument, absolument. Mais je suis parfaitement capable d'accéder effectivement à l'ensemble de l'offre qui se fait aujourd'hui à travers le numérique. Très bien. La Voix du Nord et le Courrier Picard, qui sont les deux partenaires de cette émission, ont des unes aujourd'hui. Vous les voyez sur cet écran. Merci Floréal Hernandez. Merci. 20 minutes, rédacteur en chef de 20 minutes. Dans un instant, Tom Benoît, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine, est sur ce plateau. Et vous l'avez compris, c'est Dominique de Villepin qui est notre invité dans Face au territoire en direct sur TV5 Monde. Tom Benoît, on part pour le Sénat. Bonjour, Dominique de Villepin. Bernard Arnault s'est insurgé, pour ainsi dire, de l'ingérence de l'État dans la vie des entreprises. Ça finit systématiquement à la catastrophe. L'augmentation des prélèvements sur les bénéfices réalisés en France pour LVMH, c'est 40%, près de 800 milliards. C'est ce qu'a déclaré au Sénat justement Bernard Arnault. Est-ce qu'elle est légitime, cette insurrection, cet agacement? Est-il légitime selon vous? Il l'a poussé très loin, ce qui montre qu'il en avait lourd sur la patate, puisqu'elle allait jusqu'à qualifier le journal Le Monde de devoir se réduire à ces mots croisés, à ces mots croisés où mais n'a-t-il pas tort finalement, parce que non, je crois que non. Vous savez, moi je suis pour la mesure, en toute chose, et je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à lire dans le journal Le Monde, et qu'il y a en particulier en matière internationale beaucoup de choses intéressantes. C'était une boutade certainement de la part de Bernard Arnault. Il faut le prendre comme tel. Je l'espère. Comme sur l'humanité d'ailleurs, mais sur les prélèvements obligatoires, que notre plus grand patron français aujourd'hui, quel qu'il soit et quel que soit son secteur, envoie le signal qui est finalement aujourd'hui, vous ne pouvez plus entreprendre en France, regardez où on en est, et pourtant on a l'air insolide. Est-ce que c'est pas effrayant pour la suite? Les sociétés dans la FinTech par exemple vont aller s'installer au Moyen-Orient, à Dubaï, aux États-Unis, mais plus en France. Alors vraie question. C'est une vraie question. C'est un vrai problème, surtout. Et c'est pour cela que nous devons y apporter des réponses. Première réponse, la simplification. Voilà. Il y a un excès de bureaucratie en France. Tout le monde s'accorde à le reconnaître. Et nous n'engageons pas suffisamment de mesures pour y remédier. Et il y a un excès de bureaucratie au niveau européen qui limite... Dans le plat, Dominique de Villepin, très clairement par rapport à ce que dit Bernard Arnault, est-ce que la contribution sur les hauts revenus, donc qui lui fait finalement payer près de 800 millions de plus, était une erreur? Est-ce qu'il ne fallait pas instaurer ça? Alors, c'était présenté comme une mesure temporaire. Conjoncturelle. Conjoncturelle. Comme l'impôt sur le revenu à l'époque d'ailleurs. Et j'insiste sur ce point. Ouais. La justice sociale, c'est ce qui permet d'établir la cohésion nationale. Donc il faut que ceux qui ont le plus acceptent d'apporter dans les moments difficiles leur contribution. Mais ce qui ne veut pas dire que nous devons franchir le seuil où cette contribution handicape le travail des entreprises. Mais rappelez-vous, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on explique aux Français qu'il faut jouer la libération des forces dans notre pays, qu'ils vont profiter de cet effort national en faveur des entreprises et qu'ils ne voient toujours pas ruisseler
à leur bénéfice. Donc il faut faire payer les entreprises directement. Non, mais il faut poser un certain nombre de conditions. Vous voyez, moi j'aurais aimé que la politique de l'offre puisse s'accompagner de demandes exigeantes en matière d'investissement, de demandes exigeantes en matière de formation, que les rachats d'actions puissent être limités, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas toutes sortes d'astuces qui permettent à cet argent, dans certains cas, d'être détourné. Monsieur Pouyanné l'a dit aussi, c'est une réponse indirecte à Bernard Arnault, quand il souligne qu'il y a des entreprises qui, dans la période du Covid, ont reçu un certain nombre d'avantages et de subventions et qui n'ont jamais rien rendu. Quand on voit aujourd'hui en matière de sidérurgie que le groupe ArcelorMittal ferme un certain nombre de postes, met en place un certain nombre de plans sociaux, alors même que des subventions ont été apportées, de ce point de vue-là, je le redis, notre pays doit marcher sur deux jambes. L'ordre républicain, je dis bien républicain, et quand je critique la dérive de certains mouvements politiques qui oublient le mot républicain, c'est important, et la justice sociale. Nous sommes dans un moment difficile où la colère et la souffrance des Français exigent de nous une capacité d'avancer sur deux jambes. Donc ce n'est pas les uns contre les autres, c'est tous ensemble en donnant l'exemple. Toujours. Et c'est une nécessité que l'équilibre. Je le redis, je suis un homme de mesure et d'équilibre. Et ça, c'est une condition pour avancer. Toujours au Sénat, Arnaud Montebourg a déclaré il y a quelques semaines qu'un haut fonctionnaire lui avait caché 30 millions d'euros et c'est lui aussi insurgé par rapport aux dépenses faramineuses pour des cabinets de conseil et puis des justifications plutôt opaques pour ces cabinets de conseil. Ce sont les nouveaux agents immobiliers, dit-il, qui vont dépenser leur argent sur la cote ensuite et c'est de l'argent public. Est-ce qu'il y a des dérives sur les dépenses publiques à ce niveau-là? La privatisation de l'État au bénéfice de certaines sociétés de conseil, il y a quelque chose de scandaleux. En quoi ces sociétés de conseil seraient plus capables... Vous pensez à quoi ? Je pense au fait que toute une série de fonctions ont été externalisées à McKinsey, pour ne pas les citer, et quelques autres. Je pense que tout ça doit se faire sous le contrôle du Parlement, sous le contrôle de l'État, pour éviter justement que tout ça précisément, à quoi servent-elles? Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui... Bien évidemment, mais c'est pour ça qu'il faut du bon sens. Les Allemands achètent beaucoup de conseils. Mais c'est pour ça que je le redis, un ministre, c'est fait pour diriger son administration. Est-ce qu'il peut c'est pas pour être tous les soirs aux 20h à faire des déclarations en dehors du périmètre de son action. Ce que dit Arnaud Montebourg, c'est quand je suis arrivé à l'économie, je n'ai pas pu diriger le ministère de l'économie parce que les hauts fonctionnaires m'ont dit vous avez cette idée mais vous ne pouvez pas la mettre en place. Est-ce que ça c'est un problème qui est typiquement français? Est-ce que ça arrive quand on est à Matignon? Est-ce que ça arrive quand on est à Matignon également? Est-ce qu'on a les mains libres réellement? mais ça, oui, ça vous est arrivé. L'administration vous a dit non. Monsieur le Premier ministre, on ne peut pas le faire. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on accepte ce non. Je le dis, et je le dis dans un livre qui va sortir prochainement, le pouvoir de dire non. C'est ça la politique. Ça sera le titre du livre. On va vous réinviter pour en parler. Absolument. La première fonction d'un homme politique, c'est sa capacité à refuser l'inacceptable. Et donc, de ce point de vue, je crois que, oui, il faut retrouver des marges de manœuvre, retrouver des marges de souveraineté et retrouver une autorité. Et la politique aujourd'hui, c'est beaucoup trop, je le redis, la dérive identitaire et sécuritaire, c'est-à-dire quelque chose qui fait des bulles sur les plateaux. Également. Oui, mais la politique aujourd'hui, c'est la capacité à mettre en œuvre des décisions. C'est à servir les Français. Cet esprit de service, c'est l'inverse de la logique de communication de trop de partis politiques. La une de Géostratégie. Une décision, simplifions. Vous voyez, Donald Trump, lui, parle de taxer. Simplifions. On rendra service à tous les Français. Aujourd'hui, il est difficile parfois de remplir sa feuille d'impôt tout seul. La une de Géostratégie Magazine qu'il faut envoyer à Dominique de Villepin. Absolument. Donc avec plaisir. Ce qui se produit au Proche-Orient et puis voilà un Moyen-Orient, Proche-Orient qui avance culturellement et économiquement. Merci Tom Benoît, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine, partenaire de cette émission. Merci. Dans un instant, vous restez avec nous, c'est Demet Korkmaz qui est sur ce plateau, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde, et c'est Dominique de Villepin, notre invité. Bonjour Demet Korkmaz, merci d'être avec nous. Bonjour. L'Union européenne qui hausse le ton face à Israël. Oui, alors avant, puisque vous évoquez Donald Trump, il ne fait pas que taxer. Il met aussi beaucoup forêt. Et beaucoup la pression sur les dirigeants qu'il reçoit. Après l'épisode Zelensky, on a assisté à une scène ahurissante d'un Donald Trump qui s'en est pris au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Absolument. En l'accusant de mener un génocide contre les agriculteurs en dehors de blancs. toute réalité. Est-ce que ce bureau ovale est devenu un guet-apens?
En tout cas, c'est un endroit où je conseillerais à tous les entouré de ses conseillers, présidents français, européens, à tous les hommes d'affaires français et européens d'y aller, si possible, bien entourés. Oui, c'est-à-dire parce que lui est entouré, on l'a vu sur les images derrière vous. D'y aller bien entouré et surtout bien préparé. C'est facile de... Qu'est-ce que ça veut dire bien préparé quand on est en présence d'un président américain qui est capable de montrer... et devant les caméras du monde entier. Et devant les caméras du monde entier. Des vidéos, des documents dont ils ont le secret d'ailleurs. C'est pour ça que le jeu est inégal et à la fin c'est toujours pareil, c'est la désinformation qui gagne. Moi je préférerais, et je l'ai dit hier à la télévision américaine avant le drame qui s'est joué à Washington, que le président américain ait conscience du fait que la politique américaine, aujourd'hui, vis-à-vis du Proche-Orient et de Gaza, est une source de violence, qu'elle crée les conditions d'un risque terroriste accru. Et si le président Trump veut faire l'histoire, eh bien qu'il prenne ses responsabilités pour apporter un peu de tempérance, un peu de modération, un peu d'humanité et puisse en convaincre Benjamin Netanyahou. Alors justement, une réaction aux tirs de sommation qui ont été tirés par l'armée israélienne en direction d'une délégation de diplomates. Est-ce que ça, c'est attaquer la diplomatie internationale? En tout cas, c'est chercher à l'intimider. Et on voit bien aussi, à travers les déclarations du gouvernement de Benjamin Netanyahou contre le président français, qu'il y a ce souci d'intimider. Mais vous savez, la France, elle doit être fidèle à ses principes en toutes circonstances. En l'occurrence, ce qui se joue par le gouvernement Netanyahou, c'est pas la défense de l'Occident là-bas. Et aujourd'hui, on voit la division et le nombre de voix qui s'élèvent en Israël, qui s'élèvent au sein de la communauté juive en France et partout dans le monde. Il y a une distinction que nous devons tous faire entre la politique suivie par Benjamin Netanyahou et le peuple israélien. De la même façon pour ce qui concerne les diasporas et les communautés juives. Ne mélangeons pas tout. Et n'essentialisons pas, et de la même façon, n'essentialisons pas la population palestinienne qui n'est pas le Hamas et qui n'est pas une population terroriste. Donc je crois que cette mesure-là, plus la diplomatie européenne s'en fera porteuse, plus nous contribuerons à apporter un peu de bon sens, un peu d'humanité dans ces drames. Précédemment, vous avez dit, pour être efficace, il faut montrer l'exemple. Est-ce que c'est ce que fait l'Union européenne en décidant de réexaminer l'accord de coopération? Oui, mais il ne faut pas se contenter de réexaminer. Dans ce domaine, nous savons ce qu'il en est. Il n'y a pas besoin, vous savez, j'ai été au Conseil européen, il n'y a pas besoin de jours et de jours d'examen pour savoir ce qui se joue. Nous avons aujourd'hui à adresser un signal vis-à-vis d'Israël. Ce signal, il doit être extrêmement clair. Nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Et nous avons plusieurs outils, l'embargo sur les armes, la dénonciation ou la suspension de l'accord d'association, et nous avons ce qui est véritablement le plus grand levier politique, la reconnaissance d'un État palestinien. Parce que moi, je souffre de voir la façon dont la violence est en train de prendre le pas partout. Si nous voulons moins de violence et plus de politique, plaçons sur le terrain politique ce drame. Avec de vrais interlocuteurs chez les Palestiniens, pas Dominique Villepin, mais bien sûr, c'est un des gros problèmes. Mais oui, c'est encore faut-il les reconnaître et les encourager. Vous pensez à qui ? Je pense à M. Barghouti, qui est aujourd'hui quelqu'un d'incontesté, qui est dans les prisons israéliennes. Ne l'oublions pas. M. Yahya Sinwar, qui est responsable de cette tragédie du 7 octobre, il a été libéré. M. Barghouti a été maintenu en prison, mais lui, il a été libéré par M. Benjamin Netanyahou. Et libéré, pourquoi? Parce que c'était un moyen de diviser les Palestiniens à l'avantage du Hamas contre l'autorité palestinienne. Donc il y a dans ce double jeu une issue dramatique. Et c'est la responsabilité aujourd'hui de certains dirigeants israéliens. Donc moi, j'attache de l'importance à ce qu'Israël puisse aujourd'hui ouvrir les yeux sur cette réalité. Dominique de Villepin, est-ce que vous vous êtes senti seul quand vous avez été l'un des premiers à critiquer vigoureusement le gouvernement israélien, alors que très récemment seulement, la France, le Canada et le Royaume-Uni ont fait un communiqué pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme sur place. Est-ce que vous vous êtes senti seul? Oui, mais c'est l'honneur de la politique. Vous savez, j'ai été seul en 2002 quand j'ai
commencé à m'opposer avec Jacques Chirac aux Américains. Vous avez toujours, moi je me rappelle, le président du MEDEF me disant vous allez briser l'économie française. Je me rappelle nombre de journaux, je ne les citerai pas, qui hier faisaient campagne en disant nous ne pouvons pas faire ça à nos alliés américains. Les mêmes voix aujourd'hui, qui d'ailleurs s'expriment souvent en faveur de Benjamin Netanyahou, eh bien s'élevaient en disant notre allié américain ne doit à aucun moment être laissé pour compte. Oui, mais la politique, c'est de tenir sur ses principes quand tout est difficile. Je le redis, c'est le pouvoir de dire non dans certaines circonstances. Concernant la Syrie, l'Union européenne a décidé de lever toutes les sanctions qui pesaient sur ce pays. Est-ce que vous pensez que ça va aider ou en tout cas à éviter une guerre civile comme le craint l'ONU? Nous devons éviter le pire et nous devons donner les moyens. Il fallait parler au président syrien, au gouvernement, donner les moyens au gouvernement. Il fallait le recevoir avec tous les honneurs. Les honneurs, c'est pas le sujet. Ça a été un sujet. Oui, tout le monde a critiqué ça. Mais précisément. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit quelque chose dont nous ayons à nous préoccuper. Ce dont nous avons à nous préoccuper, c'est de permettre à ce gouvernement d'agir. Je regrette qu'il faille que le président américain prenne une décision pour que nous suivions derrière. Nous avons une responsabilité historique vis-à-vis de la Libye, vis-à-vis du Liban, vis-à-vis de la Syrie. Je crois que nous avons suffisamment d'informations pour essayer d'avancer, mais soyons vigilants. Et il ne faut pas tout lâcher sans résultats et sans preuves. Et sans garantie. Merci Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde. Vous restez avec moi. Merci. Vous avez été en 2002, vous le rappeliez, en opposition forte, Jacques Chirac l'était, avec George Bush. Les rapports étaient très tendus. Moi, j'habitais aux États-Unis à l'époque, j'avais bien vu que les Français étaient regardés d'une manière bizarre. Il y avait également le même type de rapport entre Bush et Chirac qui existe aujourd'hui avec Macron et ses homologues ou pas? Ou ça a beaucoup changé, ça? Il y avait une relation, il y a toujours eu une tendu, relation. Mais est-ce qu'on était dans cette... de respect et de confiance. Voilà. Mais c'est ça la question. Ça a changé, contrairement aux dirigeants américains qui, à l'époque, ont été soucieux d'utiliser tous les moyens contre la France. L'insulte, la critique ouverte, les pots de banane. Nous n'avons jamais émis de critiques personnelles et publiques vis-à-vis des dirigeants américains. De la part de Donald Trump. Et je le regrette, oui, profondément. C'est pas l'idée que je me fais de la politique. Petite question, Dominique de Villepin, pour revenir sur votre parcours. Vous avez été responsable à l'époque de cette dissolution ratée qui a amené Lionel Jospin au pouvoir. On a dit que vous étiez un des grands influenceurs de cette affaire. Méfiez-vous, on a dit... Est-ce que vous comprenez qu'Emmanuel Macron l'ait fait du coup? Non, parce que, en fait, vous avez été placé sur le même banc des accusés, là, vous-même à l'époque, Emmanuel Macron récemment. Non, Cyril Viguier, non. J'étais secrétaire général à l'époque. Oui, mais vous avez influencé le la président. Dissolution, c'est un pouvoir qui est conféré au président de la République en accord et après mais consultation. Vous savez qu'on vous a critiqué pour ça. Non, mais oui, mais c'est une facilité. Vous savez, un secrétaire général, il a les épaules larges et on critique toujours les gens qui ne sont pas en situation de se défendre. La vérité, une décision prise par le président de la République, Jacques Chirac, en accord avec Alain Juppé, en accord avec le président du Sénat, en accord avec le président de l'Assemblée nationale. Pas été le cas. Fermez le banc. Bon, là, nous sommes dans une situation totalement différente, décision solitaire et décision au lendemain d'une élection qui avait marqué une très forte poussée du Rassemblement national. Nous n'étions pas dans cette situation en 2017, à l'époque en 1997. Donc, oui, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais vous le regrettez d'avoir été de ceux qui ont influencé le président à l'époque ou pas? Moi, mais je n'ai pas influencé le président à l'époque. Non, là-dessus, l'information est fausse. Ceci dit, je reconnais bien volontiers que je me suis trompé sur un certain nombre de choses. Deuxième question, et ça sera la dernière question. On dit que vous avez arraché Matignon à Jacques Chirac. Alors, on se rappelle que vous avez succédé à Jean-Pierre Raffarin. Vous êtes allé à l'Élysée, vous avez dit « il faut me nommer moi ». On parle exactement de la même chose pour François Bayrou aujourd'hui, qui aurait arraché Matignon au président de la République. C'est vrai ça ou pas? C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le président de la République... C'est pas ce qui s'est passé pour vous? Envisageait de nommer Michel Alliot-Marie à l'époque. Qui était ministre régalienne, il faut le rappeler. Parce qu'il voulait que je sois candidat à l'élection présidentielle. Et il me disait, si vous devez, et vous devez, être candidat à l'élection présidentielle, pas de Matignon. Je ne pense pas qu'il soit une bonne idée d'aller à Matignon. Mais la discussion a été moi, j'ai dit au président de la République... Ça a été franche et direct, j'ai dit au président de la République, je veux que vous terminiez votre mandat dans les meilleures conditions et je suis prêt à aller à Matignon pour faire en sorte que cela se passe de la meilleure façon. Et ça s'est bien passé? Et il m'a dit, de ce fait-là, eh bien, je vous nommerai et je l'annoncerai
le lendemain ce qui a été fait. Donc pas de tension à l'époque, dans cet arrachage de Matignon. Jacques Chirac n'est pas un homme que vous bousculez facilement. Et la complicité et l'affection qui existaient entre nous font que chaque fois qu'il y a eu des divergences, et il y en a eu, nous avons su l'exprimer avec François Bayrou, respect. Il s'est passé la même chose. C'est institutionnellement normal, ça, que François Bayrou soit venu dire au président de la République, c'est moi ou c'est la guerre? Alors ça, non. C'est ce que les éditorialistes ont dit. C'est la guerre, c'est pas normal. Mais qu'il y ait un débat, et un débat musclé entre un président et un futur Premier ministre ou un Premier ministre, ça fait partie du débat démocratique. Moi, je suis contre les bénis oui-oui et contre l'esprit de cour. Et je pense que l'un des drames depuis 2007, c'est cette succession de Premiers ministres collaborateurs. Je pense qu'un Premier ministre, c'est pas une potiche. Et je pense qu'un Premier ministre, il doit défendre sa vision et ses idées. Merci Dominique de Villepin d'avoir été notre invité ce matin pour un large tour de l'actualité. Vous reviendrez quand votre livre sortira, qui s'appelle Le pouvoir de dire non. Voilà, qui sortira dans combien de temps? À la fin juin. À la fin juin. Merci Dominique de Villepin. Bonne journée. Merci Demet Korkmaz. On se retrouve évidemment jeudi prochain sur cette antenne TV5 Monde et les programmes continuent. Au revoir à tous.